Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, après la chouchou, les choses sérieuses reprennent. Quoique, c'est très sérieux, c'est très sérieux, oui. Je peux dire, Jonas, à date que vous avez fait une photo avec. Je suis champion du monde de la chenille. Vous êtes champion du monde, vous avez participé à Rouen, puisque c'est là que ça a commencé, voilà. Je vais vous présenter comme ça maintenant. Je sais pas ce que l'Arcom dira. Champion du monde de la chouchou. Vous êtes, outre ce champion du monde, vous êtes également avocat. Bonjour. Jérôme Dubu, non, la chouchou, ça vous dit rien. Membre, pourquoi pas avec Jonas, membre du pôle idée d'Horizon. Je vous propose qu'on sorte en chouchou tout à l'heure. Alex Zarmon, journaliste politique. Bonjour, on peut toujours voir votre documentaire sur le replay de France 5, le ministre qui ne devait pas l'être, qui est consacré au ministre pas de l'Intérieur, de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Et également, on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Et Mathieu Baccialone, bonjour. Valérie, vous êtes communicant et président de M2B Conseil. On va parler du cannabis, on va parler de la réglementation, des jours de carence des arrêts maladie. Le gouvernement veut les augmenter. 9 Français sur 10 pensent que l'insécurité a progressé. Et puis hôtellerie, restauration, 200 000 saisonniers manquent à l'appel. C'est vrai qu'avec le SMIC, quand on doit se loger et que ça coûte plus de 1 000 euros ou 1000 et plus quand on est dans les stations touristiques, ça devient compliqué. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Donc peut-être qu'on va commencer avec vous, Alex. C'est un coup de gueule qui concerne Aymeric Caron. Oui, c'est un coup de gueule qui concerne Aymeric Caron qui qui annonce plutôt qu'il va organiser une projection d'un film sur ce qui se passe en ce moment à Gaza pour montrer les atrocités commises par l'armée israélienne. Et pour répondre entre guillemets au film qui a été diffusé à l'Assemblée nationale à la suite du drame et des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Et donc on a l'impression qu'on est dans un match de foot, vous savez, que Aymeric Caron a besoin de montrer les atrocités qui se passent à Gaza. Moi, je nie pas du tout le fait que ce qui se passe à Gaza est terrible et qu'on a envie que ça s'arrête, mais on est dans une guerre. En fait. Et malheureusement, ce qui s'est passé le 7 octobre, ce sont des pogroms. Ça n'a pas été diffusé le lendemain. Il y a eu du temps, il y a eu de l'émotion. Et là, il parle de faire un travail journalistique en faisant appel à une équipe arabophone pour monter ce film-là. Il demande au président du groupe d'amitié France-Palestine d'organiser cette projection à l'Assemblée nationale. Et il dit que si ce n'est pas fait, il le fera de lui-même. Bref, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que vous savez, quand même, Aymeric Caron et comme d'autres députés de la France Insoumise, ce sont quand même eux qui, le 17 octobre dernier, sur l'hôpital Al-Ali, avaient tout de suite dit que c'était de la faute des Israéliens, que c'était une frappe qui avait mal tourné. Or, on sait aujourd'hui, par les Américains, par différentes associations ONG, que c'était une frappe de roquette qui avait mal tourné de la part du Hamas. Donc, si c'est un film avec des fake news et que du sensationnalisme que veut faire Aymeric Caron, je suis contre. En revanche, s'il est objectif et qui montre effectivement, il y a sans doute eu des erreurs de la part de l'armée israélienne de Tsahal dans une guerre, je le répète. Mais s'il montre toutes ces images-là et qu'il montre aussi en parallèle tout ce que le Hamas fait subir aussi à la population palestinienne et aux Gazaouis, le film peut être intéressant. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit à la place de l'Assemblée nationale et aux députés français de regarder ça. Voilà, c'est de l'opportunisme politique, c'est un deux poids deux mesures comme on a l'habitude malheureusement avec ces gens de ce parti. Et je vous avoue que ça me met très mal à l'aise ce matin. Voilà. Jérôme. Oui, écoutez, on sait que LFI a choisi son camp dans cette affaire depuis le début du conflit et même bien avant le conflit. On sait que ils sont pro-palestiniens, qu'ils ont un mal fou à considérer que le Hamas était une organisation terroriste. Ils l'ont d'ailleurs démenti, ils ont dit le contraire. Ils étaient exactement sur la même ligne que M. Erdogan qui vient de se prendre une veste au municipal en Turquie, et moi je m'en félicite, puisque Erdogan et LFI disaient qu'au fond le Hamas n'était pas une organisation terroriste, c'était une organisation de partisans, un peu comme nos résistants en 39-40, en 39-45. Donc la comparaison est épouvantable. Donc qu'il fasse ça et qu'il montre des vraies images, moi je ne suis pas contre. Qu'il le fasse dans le cadre de l'Assemblée nationale, je ne sais pas, il a demandé l'autorisation, je ne sais pas si ça lui sera pour le moment, on attribué, temporise du côté du député Ramos. Mais si c'est pour faire un instrument de propagande, c'est non. On a l'impression que c'est un contraint balle au centre, vous voyez, c'est un contraint dans l'horreur. C'est ça. C'est un peu pénible. Situation compliquée. Un peu pénible. Jonas ?
Oui, c'est analysé par rapport aussi à la présence de Rima Hassan sur leur liste aux européennes. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'hésitent plus. D'ailleurs, ils en ont fait l'égérie de leurs campagnes européennes. Ils ont pris quelqu'un quand même qui a eu les propos incroyables de dire qu'elle légitimait totalement l'action du Hamas le 7 octobre. Ouais. Donc c'est-à-dire que là, on est dans une forme... Alors, c'est ça qui m'embête, parce qu'il y a la volonté de la part d'Aymeric Caron d'importer le conflit ici, en France, puisque c'est les mêmes qui disent qu'il ne faut jamais importer le conflit, mais qui l'importent. Bon, voilà. Il y a une forme de collaboration, moi je trouve, avec des partis, avec des mouvements qui sont terroristes. Quand vous avez sur votre liste, en place éligible, Madame Hassan, qui dit que l'action du Hamas est légitime, ça veut donc dire qu'ils soutiennent ce qui s'est passé. C'est même plus que Erdogan. Ils sont alignés sur les positions iraniennes. Enfin, je veux dire, qu'on a dans notre pays un parti qui fait quand même, lorsqu'ils étaient avec NUPS, des dizaines de pourcents, qui valorise des mouvements terroristes. Ouais. Enfin, je veux dire, il faut que les gens en prennent conscience. Deuxièmement, et j'ai vu souvent cette phrase-là circuler sur Twitter, mais c'est vrai que pour Aymeric Caron, on a l'impression que la vie d'un moustique est beaucoup plus précieuse que la vie d'un Israélien. C'est terrible, parce que c'est-à-dire qu'en gros, il nie totalement ce qui s'est passé le 7 octobre, et c'est le premier à faire des bouquins sur l'animalisme, comment il ne faut pas torturer les animaux, etc. C'est sa vision, il a raison, et à s'en offusquer, mais des femmes éventrées, des gens qui sont encore otages, aucun mot pour eux, ça me choque. On marque une pause, c'est l'heure du journal, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. C'est Céline Alonso, 900 000 merci. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous pour commenter l'actualité avec Alex Darmon, journaliste politique. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Et puis également votre documentaire qui est toujours visible sur le replay de France 5, le ministre qui ne devait pas l'être, qui est consacré à Éric Dupond-Moretti. Mathieu Pacialone, on dit bien comme ça ? C'est parfait. C'est bien. Communicant et président de M2B Conseil. Jonas Haddad, vous êtes avocat et recordman de la chenille et mondial. Et Jérôme Dubu, vous êtes membre du pôle idée d'Horizon. On va parler c'est mieux que la chenille. On va parler de cannabis, on va parler des jours de carence des arrêts maladie, des Français qui estiment que l'insécurité a progressé. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va continuer notre tour de table. Jérôme Dubu, vous vouliez revenir, vous, sur... coup de gueule sur l'ingérence russe sur les parlements, enfin une partie certains parlementaires européens. Bon, on a appris ça par le gouvernement tchèque la semaine dernière. Alors pour le moment, on n'a pas de nom. Ça a été confirmé après par le Premier ministre belge qui, lors d'une intervention, a effectivement indiqué que certains parlementaires, via Voice of Europe, avaient été plus ou moins corrompus pour défendre la position russe sur l'Ukraine. Le gouvernement polonais, par l'intermédiaire de son contre-espionnage, a effectivement procédé à des perquisitions chez un certain nombre de députés européens polonais. On ne sait pas évidemment le résultat des perquisitions, mais tout ceci prend une tournure assez nauséabonde. Alors le 10 avril seulement... Et donc quelles conséquences ? Voilà, le 10 avril seulement, le Parlement européen va se réunir pour débattre de cette affaire. Mais vous pensez bien que entre la semaine dernière et le 10 avril, un certain nombre de preuves, un certain nombre vont disparaître. Alors moi je trouve ça, c'est un coup de gueule à la fois contre évidemment l'ingérence russe chez les parlementaires européens. Alors on avait déjà eu le Qatar il y a 15 mois, maintenant on a la Russie. Et puis le manque de réaction, un coup de gueule contre le manque de réaction immédiat de la part du Parlement européen. Parce que vous pensez bien que pendant 3 semaines, tout ceci va évoluer et va évoluer dans la disparition des preuves. C'est absolument évident. Même si le contre-espionnage polonais a été très réactif, les autres ont l'impression qu'ils sont en train de dormir. Alors que l'affaire est extrêmement grave. Les Tchèques ont les preuves, non ? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je ne suis pas dans l'affaire. J'espère que oui. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Est-ce que c'est un certain nombre de preuves ? Bref, on aimerait avoir les noms maintenant de ces députés, parce qu'il y a un certain nombre qui vont peut-être se représenter. On aimerait avoir les noms, surtout à quelques semaines des européennes. Absolument. On sait que les européennes ne passionnent personne et que la campagne n'existe pas, mais ça peut effectivement une thématique qui pourrait être intéressante pour savoir, pour que les Français et au-delà de ça, les Européens puissent choisir en toute connaissance de cause. C'est quand même pas pareil
pareil quand on va voter pour quelqu'un et qu'on sait qu'il est sous ingérence d'une puissance étrangère. Oui, Jonas, Haddad. Vous avez raison de souligner ça, Jérôme, et d'ailleurs on pourrait en dire de même concernant les socialistes européens, puisque ça n'a pas fait si grand bruit que ça. On a quand même retrouvé chez une des leaders du socialisme européen, Madame Kaili, des sacs de cash provenant d'autres pays. Moi, j'ai pas entendu, par exemple, Monsieur Glucksmann s'exprimer sur les pots de vin, la Claire, perçus, vérifiés, avérés, qui ont été perçus par ses collègues. Est-ce que c'est aujourd'hui ça qui a vocation à être une des grandes forces politiques parce qu'il y a deux grandes forces politiques à l'Europe, il y a le PPE, le parti de droite, et les socialistes. Est-ce que c'est ça qui a vocation à continuer à avoir des sièges? Je ne sais pas, il faudrait poser la question par exemple aux socialistes français. Ouais. Alors il faut faire attention parce que dans cette affaire, visiblement, il y a un certain nombre de pays qui sont cités, notamment plutôt les pays du Nord et de l'Est. Les Hongrois, les Polonais, les Français, les Allemands, les Hollandais, qui sembleraient être dans la tourmente. Et puis, méfions-nous de ce qui pourrait se passer chez un certain nombre de partis politiques. Le tropisme russe, on le connaît. Il n'est pas nouveau en France. Il y a toujours eu un parti russe en France, qui s'assume. Alors, il est un peu plus discret actuellement. Est-ce que c'est de cette tendance-là dont on parle? Moi, je ne sais pas. Je n'accuse pas. Je n'ai aucune preuve. Mais faisons attention. Faisons attention. Alex, Darmon. Moi, je connais pas assez l'affaire pour pouvoir me prononcer dessus, mais ce que je trouve quand même dramatique, c'est que le 9 juin prochain, donc dans un peu plus de 2 mois, vous avez des élections européennes, et que dès qu'on parle de l'Europe en ce moment et du pouvoir politique européen, on n'en parle que pour les procès, quoi. Que pour des affaires judiciaires. Négative. Hein. Voilà, que de ma façon négative. Vous aurez en septembre prochain quand même le Rassemblement National aussi qui va être jugé, alors pas pour la même histoire, pour une histoire d'emploi fictif. Non mais c'est quand même important. Vous voyez, il y a quelques semaines, il y a le MoDem qui a été pareil jugé. Alors François Bayrou a été entre guillemets blanchi, mais ça va se poursuivre. Ce que je veux vous dire par là. Pas blanchi, c'est un non-lieu. Non-lieu, pardon. Vous avez raison, non-lieu. Mais ça va se poursuivre parce qu'il y a eu appel. Ce que je trouve quand même terrible, c'est qu'en vérité, il semble avoir un problème de gouvernance au sein de l'Europe. En vérité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contrôler ce qui s'y passe directement. Et dès qu'on parle de l'Europe et des députés européens, c'est pour dire que c'est mal contrôlé, que c'est mal régulé. Ça pose quand même des questions sur l'institution même européenne. 3 semaines pour réagir entre le moment où le gouvernement tchèque dit attention, il s'est passé des choses et le moment où le Parlement va se réunir pour en débattre, c'est quand même hallucinant. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a un souci. Bon, on va passer au coup de gueule de Mathieu. Alors Mathieu, le coup de gueule, c'est sur l'Agirc Arco. Alors cet acronyme un peu obscur et abscon se cache en réalité derrière la caisse de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Donc ça représente beaucoup de monde et ça représente aussi, surtout, beaucoup d'argent. Puisque on chiffre à 78 milliards d'euros les réserves de l'Agirc Arco. Et ce chiffre est avant tout le résultat de la bonne gestion, de cette caisse par les partenaires sociaux, c'est-à-dire à la fois, ce qui est rare, pour le souligner quand ça fonctionne, le patronat et les syndicats. Vous savez, les partenaires sociaux, ce sont ces corps intermédiaires un petit peu ringards que le nouveau monde triomphant ne voulait plus traiter. Mais donc aujourd'hui, voilà que l'État veut faire main basse sur les réserves de ce régime fort bien géré pour essayer d'éponger le déficit, lui, abyssal du régime général. On avait vu, il y a déjà quelques années, ça n'avait sûrement pas échappé à Jonas, que le régime, avocats, la caisse des avocats, qui est extrêmement bien gérée, avait aussi fait l'objet des convoitises de la part des pouvoirs publics. Et donc, on se demande, pourquoi ce qui fonctionne bien dans ce pays, l'État veut y mettre son nez pour... Alors, on parle d'une ponction de 300 millions d'euros par an pour commencer, qui est quand même l'argent des salariés du secteur privé. Et ils peuvent le faire. Pourquoi? Ça semble logique, non? Pourquoi? Non, mais on comprend la logique. Ça. Donc, il faut trouver de l'argent. Exactement. Et que ce qui marche, on va aller le récupérer. Mais je dis pas que c'est bien. Non, mais de deux choses une. Soit on dit, finalement, la gestion de la protection sociale, c'est l'État. Et à ce moment-là, on étatise tout.
on ne laisse pas ça aux partenaires sociaux. Moi, je suis contre l'étatisation de la protection sociale. Soit on dit à ce moment-là, les partenaires sociaux ont bien géré, et pour l'Agirc-Arrco, c'est le cas, mais il y a d'autres instances où c'est bien géré. Action Logement, c'est très bien géré, et nous, on est ponctionné tous les ans par une ponction dont on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Ouais. Donc, il y a deux solutions. On étatise tout, bon, ok, c'est un choix, et à ce moment-là, les bénéfices, ils reviennent à l'État, et les pertes aussi. Mais on ne fait pas entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne ponctionne pas quand ça va mal, ce qui, de fait, implique pour l'État de moindres économies. Donc ça va pas. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant avec votre coup de cœur, Jonas Haddad, et puis mon coup de gueule, qui est le même que celui d'hier, sur le traitement de l'affaire du petit Émile. À tout de suite. Sud Radio. C'est Benjamin Glaise, merci infiniment. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur YouTube. Bon, on vise maintenant le million, bien sûr. Sud Radio, parlons vrai grâce à vous. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On va parler de l'opération Place Nette avec vous, Jonas Haddad. Un mot encore, puisque visiblement les chaînes d'infos, en particulier BFM, pas donner des leçons, mais je peux exprimer en tant que citoyenne mon agacement devant... mon agacement et oui, je dois dire que je suis très choquée par la façon dont est traitée cette affaire non-stop. Vous vouliez aussi peut-être en parler. Oui, j'avais hésité Mathieu, pour mon coup de gueule. Effectivement, je suis d'accord avec vous, Valérie. 11h30 d'antenne pour ne rien dire, pour meubler avec des experts certaines fois un peu obscurs, parler d'une affaire qui en plus touche la famille. Il y a une enquête qui est en cours. Un petit garçon de 2 ans. Un petit garçon de 2 ans et toute l'émotion que ça peut recouvrir. La quête de l'audience, certes, les chaînes sont là pour faire de l'audience. On n'est pas naïf, mais je trouvais que c'était effectivement un peu indécent. Quand on compare d'ailleurs aux autres chaînes, parce que on a vu qu'il y avait 11 heures sur BFM, je crois CNews en a fait 6 et LCI en a fait 3. T'es peut-être pas obligé de passer en édition spéciale et de mouliner là-dessus et supprimer la pub et parler que de ce sujet unique pendant 11 heures. Et de tirer par tous les bouts. Il y a eu quand même un spécialiste fauconnier qui est venu expliquer le trajet des buses pour voir si les buses et les vautours avaient pu venir manger les restes. Enfin, pardon de parler comme ça, moi qui m'indigne de la façon dont on parle de ce petit garçon, mais enfin on a eu ça, et j'ai entendu hier une journaliste, là cette fois-ci c'est sur CNews, qui s'interrogeait sur le silence des parents. Mais bon sang, personne n'est obligé d'aller sur CNews ou sur BFM ou sur LCI s'exprimer. Ses parents sont dans la dignité la plus totale. Je ne souhaite pas à cette dame d'avoir un événement tragique comme cela, parce que personne ne peut savoir comment des parents réagissent à ce moment-là. Et c'est terrible, effectivement. Moi, en arrivant dans vos studios, je voyais sur BFM, parce que vous regardez BFM, je voyais sur BFM un bandeau rouge s'afficher ce soir, le procureur va parler à 18h. Enfin, il est 11h du matin. C'est un feuilleton. C'est non, mais d'autant qu'on ignore des tas de choses sur cette affaire. C'est ça, c'est ce que je disais hier. Les gens parlent dans le vide, c'est des hypothèses. On est sur les hypothèses. Alors, est-ce que le corps a été déplacé? Est-ce que les gendarmes ont loupé quelque chose? Est-ce que... Valérie, il y a beaucoup de sujets où les gens parlent dans le vide, sur la chaîne d'infos. Moi, je vois le CI tous les soirs sur l'Ukraine. Il y a 6 mois, l'armée russe s'effondrait, l'offensive ukrainienne allait tout emporter. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui va s'effondrer, et ce sont les mêmes qui vous disent tout et son contraire. C'est ce carteron de généraux à la retraite qui sont systématiquement invités et qui ne savent strictement rien de ce qui se passe. Il y avait eu l'affaire du pont de Ligonnès aussi, avec le faux scoop, où ils étaient effectivement en boucle pendant des heures, sans vérifier les infos, pour au final se rendre compte que c'était un pauvre homme qui n'avait rien à voir avec le fameux du pont de Ligonnès. Mais un auditeur me dit c'est l'effet Grégory 2.0. Non, c'est un peu différent, parce que à l'époque de l'affaire Grégory, déjà il y avait moins de médias, et puis il y avait des reporters qui étaient sur place et qui avaient accès, puisque le système était différent, à des acteurs, à la famille. Là, on est sur des plateaux de commentaires du vide qui sont absolument saisissants. Hier, il y avait un maître chien, alors c'était pas inintéressant, qui expliquait comment travaillaient les chiens sur les traces. Alors, est-ce qu'ils pouvaient aller jusqu'à 1 kilomètre? Est-ce que 2 kilomètres? Enfin, parler pour ne rien dire. Et je parle pour le coup sous contrôle de Jonas Haddad, qui est avocat. Il faut laisser la justice faire son travail, le procureur parler, donner des informations. Là, on a l'impression vraiment qu'il y a que des spéculations autour de cette histoire, malheureusement, alors que c'est grave quand même. On parle d'un enfant de 2 ans dont on a retrouvé les ossements humains hier, et on ne sait pas quoi dire, donc on spécule. On spécule des heures en plateau, souvent par des gens qui ne savent pas quoi raconter, qui ne sont experts de rien du tout. Voilà.
Jonas ? Je pense que le seul légitime à être invité, c'était l'expert fauconnier, qui aurait dû décrire l'activité de vautour de ces chaînes infos. Voilà, bon, l'incident est clos, mais c'est vrai que, voilà, hypothèse sur hypothèse, enfin bon. Alors Jonas, c'est un coup de cœur. Absolument, c'est un coup de cœur sur le plan du gouvernement pour lutter contre la drogue, parce que ces derniers temps... Tu peux répéter, j'ai pas... Je répète. Donc c'est un coup de cœur pour le plan du gouvernement pour lutter contre la drogue, parce que enfin, par ce biais-là, on casse l'image qui est un peu cool de la drogue. De l'impunité. Régulièrement, vous savez, il y a un débat sur la légalisation, la dépénalisation du cannabis, et on entend des gens qui sont d'ailleurs en général plutôt issus des mouvances écologistes, des gens plutôt de gauche, dire « Oh, mais il faudrait dépénaliser le cannabis, ça permettrait, d'arrêter l'hypocrisie, et 2, de casser les trafics. » Mais il faut être cohérent, les amis. Je vois régulièrement des invités sur les plateaux, plutôt écologistes, dire « Attention, il faut absolument interdire les néonicotinoïdes, c'est mauvais pour notre santé. Il faut interdire le glyphosate, c'est mauvais pour notre santé. Il faut interdire le biface, c'est mauvais pour notre santé. » Et là, une substance qui est reconnue de façon internationale, mondiale, comme étant extrêmement grave pour la santé, à savoir le cannabis, notamment pour le plus jeune, eh bien, comme ça, une image un petit peu cool, tout le monde est OK pour la dépénaliser. Donc on lutterait contre les poils téflon qui contiennent une certaine matière, et on ne lutterait pas contre cette substance qui est extrêmement nocive et qui massacre notre jeunesse. Deuxième fausse bonne idée, la dépénalisation qui casserait le trafic. Mais que pensent ces gens ? Est-ce qu'ils pensent vraiment que les voyous qui dealent à Marseille, en bas des cités, et qui ont installé des checkpoints pour que les passants puissent arriver ou pas, vont le lendemain matin de la dépénalisation se dire « Oh mince, j'ai plus d'activité, je vais prendre mon petit costume et puis je vais aller, travailler dans l'assurance ou dans la banque, puisque maintenant, le cannabis, j'ai plus le droit de le dealer. » Non, ce qui se passera immédiatement, c'est qu'il y aura un déport, comme dans tous les pays qui ont mis en place la dépénalisation, c'est-à-dire qu'en gros, les délinquants vont aller dealer des drogues beaucoup plus dures et faire en sorte que finalement, la cocaïne, qui est passée d'ailleurs de 90, c'est un expert qui disait ça, de 90 à 60 € le gramme, sera encore moins cher, puisqu'on ira dealer des drogues qui sont beaucoup plus dures. Donc, je trouve que, évidemment, il y a de la communication, évidemment, c'est de la politique, mais moi, je trouve que c'est bon et sain de rappeler, et pardon, je vais être vulgaire, mais que la drogue, c'est de la merde, et que ça détruit la vie de milliers de gens dans ce pays, et qu'on ne va pas, en plus des problèmes d'alcoolémie, en plus des problèmes de tabagisme, se rajouter des problèmes avec la consommation débridée du cannabis. Oui, Mathieu. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jonas, mais il y a à mon avis un aspect qu'il oublie, enfin qu'il a pas traité, c'est que nous sommes effectivement un des pays les plus répressifs sur l'approche du cannabis, et en même temps le pays avec la plus forte consommation. Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un sujet sur la consommation de cannabis qui a explosé. On pourrait dire la chose du tabac ou de l'alcool, Ouais, mais qui a explosé et qui touche, on l'a vu, même pas que sur le cannabis, mais même sur l'ensemble des produits stupéfiants, qui touche plus que les grandes métropoles, ou qui s'est vraiment répandu. La cocaïne aussi. La cocaïne qui s'est répandue sur l'ensemble du territoire et dans tous les milieux sociaux. On a une explosion du nombre de violences physiques, plus 30, plus 40%, on n'autorise pas les violences physiques. Mais l'opération Place Nette, en l'occurrence, très bien, c'est un signal envoyé, sauf que quand on voit la dimension, quand on écoute un petit peu les experts qui vous expliquent que ce trafic rapporte plus que même certains États, que le produit, le PIB de certains États, est-ce que c'est pas un pansement sur une jambe de bois ? Tout est bien, il faut toujours faire des choses, mais quand on voit que des policiers se sont fait lyncher à Rissorangis après un contrôle justement pour... Mais alors, est-ce qu'on applique le même pas de vague que dans l'éducation ? Non, pas du tout. Donc, parce que pour moi, c'est une forme de pas de vague, la dépénalisation. Ouais. Mais pour moi, il y a deux sujets différents dans ce que dit Jonas. D'abord, le premier sujet, c'est effectivement ces Place Nette XXL. D'ailleurs, c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Sur les opérations, moi, je trouve ça très bien, effectivement, mais pour faire quoi à moyen long terme, on sait toujours pas. C'est-à-dire que toutes les semaines, on nous annonce des opérations Place Nette. Ce matin, c'était à Toulouse. Je sais pas où ça sera la semaine prochaine. C'est très sympa. Ça permet de faire de la communication, et tant mieux, pour le gouvernement en tout cas. Et ça permet aussi de faire quelque chose pour de vrai, et tant mieux, de faire peur. 1800 interpellations, je crois. C'est quand même beaucoup. Ça permet aux gens de respirer aussi dans ces quartiers
quartier. J'entends bien, mais il faut les accompagner. Non, mais il faut les accompagner sur la durée. Je veux dire, on peut pas juste passer une matinée ou une journée dans une grande ville, dire voilà, on a fait une opération place nette. Enfin, faut pas être non plus naïf et se dire que en une journée on a réglé le problème. Je pense qu'il faut qu'il y ait un plan sur la durée, et pour le moment on l'a pas. Ça c'est le premier point. Maintenant, c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire, si on est d'accord. Après, sur la légalisation du cannabis ou la dépénalisation, deux choses différentes. Les Allemands viennent de légaliser le cannabis à effet récréatif partiellement dans un cadre privé avec c'est contraint avec des mesures quantifiées pour chacun. Bon, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Moi, je vais vous dire, je suis contre la légalisation du cannabis, comme je pense la majeure partie des Français. Mais ce que je reproche malgré tout au gouvernement, je suis désolé, c'est que on n'en parle jamais en vrai. C'est un truc qui revient tous les 5 ans pour dire est-ce qu'il faut légaliser le cannabis. Emmanuel Macron en 2016, qui était ministre de l'économie, disait c'est pas mal. Peut-être qu'on peut légaliser le cannabis. Faut qu'on en parle. Ça permet de. C'était quand il était de gauche. Oui, peut-être si vous voulez. Après, il est candidat. Il se revendiquait socialiste à l'époque. C'est vrai, mais après il est candidat à l'élection présidentielle. Il dit il faut qu'on ait un grand débat. C'est important. Il faut qu'on en parle. Pour contre, il faut qu'on en fasse un sujet de société. Et puis 2017-2022, il fait du en même temps. Il change complètement d'avis. Et là, depuis 2022, il est contre. Donc même plus de débat. Et en vérité, et Gabriel Attal, pareil, son Premier ministre, c'était exactement la même chose. En vérité, je pense que c'est un sujet de société. Il faut en parler. Et le problème, c'est qu'on n'en parle pas. D'abord, sur la position de Macron, d'Emmanuel Macron et d'Attal, on peut se féliciter qu'ils aient changé d'avis, très sincèrement. Bon, ça aurait été l'inverse, ça m'aurait beaucoup inquiété. Oui, je suis contre et la dépénalisation et le reste. Puisqu'on aborde ce sujet, on peut peut-être parler de l'Allemagne. Dans les sociétés occidentales, depuis 50 ans, il y a eu une tolérance vis-à-vis du cannabis, des drogues douces en général, absolument phénoménale. Je me souviens d'études médicales disant que c'était bon pour la santé. Aujourd'hui, on nous dit les études médicales vont dans le sens inverse. On dit que ça fait des dégâts irréversibles, y compris les drogues douces, sur les individus quand ils en consomment beaucoup. Et on a tous des amis qui sont dans cet état-là, qu'on a vu dépérir, pas par des drogues dures, par des drogues douces, systématiquement utilisées, systématiquement consommées, qui sont aujourd'hui des gens qui sont pas dans des conditions normales. Sur lesquels, scientifiquement et médicalement, il y a eu des dégâts. Et aujourd'hui, enfin, on ouvre les yeux en disant « Ah mais oui, faites attention parce que c'est dangereux. » Mais bien sûr que c'est dangereux. Il y a eu des campagnes, la drogue c'est de la merde, ça fait 40 ans qu'on en parle. Ce qui est incroyable dans les mouvements globaux, c'est qu'on a fait la chasse à juste titre au tabac, en interdisant le tabac des lieux publics, et personne ne remet en cause aujourd'hui cette interdiction, personne ne s'imaginerait être dans un restaurant dans lequel ça fume. On interdit même de fumer dans les terrasses, etc. On augmente le prix de la cigarette, et d'ailleurs, ça fonctionne. On a de moins en moins de gens qui consomment des cigarettes, et c'est tant mieux. Et concernant le cannabis, on est dans un mouvement inverse, complètement irréel et totalement idéologique, de dire ah ben non, il faut être plus cool. Et ben non, il faut pas être plus cool. Parce qu'on paye 50 ans de laxisme. Mathieu, je vous donne la parole. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous nous direz effectivement s'il y a deux sujets. Il y a place nette, comment on s'attaque au trafic de drogue, et il y a la légalisation et dépénalisation. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, donc on parlait de l'opération Place Nette. Deux sujets en fait, Place Nette pour lutter contre XXL, j'ai oublié, pour lutter contre le trafic de drogue et montrer qu'il ne peut plus y avoir d'impunité face à ce trafic. Alors est-ce que ça va être efficace? Et puis la dépénalisation de la vente de cannabis. Alors on voulait vous entendre, Mathieu Bachelon, sur le sujet. En fait, ce qui est compliqué avec ce débat, c'est qu'on a toujours on a deux pendants. On a d'un côté la santé publique, effectivement, là pour le coup, on entend les arguments qui sont sourcés, les scientifiques, les addictologues. Mais ce débat est aussi pollué par la question de sécurité publique, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle d'ailleurs à des hauts dignitaires de la police nationale, ils vous expliquent que la dépénalisation ou la légalisation du cannabis, c'est ce que disait Jonas tout à l'heure, ferait basculer une partie du trafic, enfin du moins de ceux qui font le trafic, vers une autre type de criminalité. Moi, je pense que ce qu'on se disait, surtout le gouvernement n'a aucun intérêt à ouvrir ce débat aujourd'hui. Ça fait vraiment partie des débats explosifs sur lesquels la société française n'est pas prête. Il fracturerait en plus sa majorité, puisque
On a vu, moi j'écoutais hier sur une radio concurrente Monsieur Mendes, qui est député Renaissance de Moselle, qui a commis un rapport à l'Assemblée et qui est totalement pour la légalisation du cannabis. Fracturer la majorité, ça fait partie des sujets qui sont vraiment des sujets dangereux, et personne, à mon avis, a intérêt. Alors c'est imposé par l'Allemagne, puisqu'il y a ce sujet qui arrive dans l'actualité. Personne, à mon avis, surtout en ce moment, à quelques mois des européennes, n'a intérêt à ouvrir ce sujet. Oui, mais l'affaire allemande est tout à fait significative. C'était dans le contrat de gouvernement qui a été amené par les Verts. Le SPD a cédé et les libéraux, bizarrement, ont cédé aussi. Bon, donc c'était dans l'offre qui a été soumise aux électeurs. Et sur ce qu'ils disent et ce qu'ils ont mis en place là, cette semaine, puisque c'est efficient cette semaine, il y a quand même des choses absolument invraisemblables. Ils nous disent que ça va baisser le marché noir. Ça va faire l'inverse. Partout où on a légalisé le cannabis, ça a fait l'inverse. C'est-à-dire que les gens revendent au marché noir comme s'ils étaient des trafiquants. 50 grammes, vous avez droit à 50 grammes par personne. Allemagne, oui. C'est énorme. On nous dit que ça va être diffusé par des associations. Alors il y a une association qui a beaucoup poussé là en Allemagne qui s'appelle le Cannabis Social Club. On connaissait le Buena Vista Social Club, c'est plutôt des musiciens, mais là c'est le Cannabis Social Club. Et c'est, paraît-il, des associations qui vont distribuer le cannabis. Vous pensez bien que tout ça va voler en éclats. Ouais. On nous dit aussi, vous ne pourrez pas consommer auprès des écoles, vous ne pourrez pas consommer dans les rues piétonnes. Qui va contrôler dans la journée? Qui va contrôler? Est-ce qu'on va mettre des forces de police derrière chaque personne, chaque individu ayant 50 grammes sur lui? N'importe quoi. N'importe quoi. D'abord, il y a certains États américains qui ont essayé de le faire récemment et on a pu s'y rendre, que ce soit en Californie ou à New York aujourd'hui. Vous passez dans toute la rue, ça crée une ambiance très particulière. Je pense notamment à Venice Beach ou autre. Ça sent que la drogue. Et donc, il y a aussi des gens qui ne veulent pas pouvoir être dans cette atmosphère-là. Deuxièmement, on n'est pas obligé de reproduire toutes les conneries de l'Allemagne. Regardez ce qui s'est passé sur l'énergie. Par le fait d'un accord avec les fameux Grünen, les Verts allemands, eh bien, ils ont abandonné tout leur nucléaire. Ils sont aujourd'hui dépendants du gaz russe et ils nous envoient tout leur charbon qui arrive directement en France. Donc, ce n'est pas parce que une petite partie de Verts très idéologiques en Allemagne, qui ont un poids beaucoup plus important, a pris cette décision, que nous, on doit s'aligner là-dessus. Donc c'est vraiment, pour le coup, je pense qu'on peut trouver un consensus, à la fois autour de ce plateau, mais aussi en général, pour dire que si l'objectif dans un pays, c'est la santé, on ne peut pas envisager cette dépénalisation. Juste simplement, moi alors, Alex... Je ne sais pas si vous avez vu ça, quand même, la maire de Strasbourg. Ouais. Qui propose, parce que c'est frontalier avec l'Allemagne, qui propose une expérimentation sur son territoire. Elle aussi. Oui. Alors voilà. Non mais ça veut dire. On a déjà eu ça à Paris, les salles de shoot. Oui, c'est pas exactement pareil. Attendez, c'est la même logique. C'est la même logique intellectuelle. Oui, mais c'est un peu différent. C'est la même logique intellectuelle. C'est un peu différent. Il y a un aspect thérapeutique plus que le même esprit. Là, pour le coup, c'est la maire de Strasbourg, donc ville frontalière avec l'Allemagne, qui veut faire une expérimentation locale en disant il faut qu'on garde la vérité en face. Elle va respecter la loi nationale, la maire de Strasbourg, et elle va rester à sa place. Mais non mais c'est tout. Non mais les délires, quand vous serez élu. Non mais les délires. En tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que simplement, elle propose de tester ça. Localement parlant, c'est quand même qu'on arrive à un moment donné, ce que je vous disais au début, il faut en parler. C'est un débat national. Il faut dire les choses. On a des exemples de New York. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses et dire que c'est nocif pour la santé. Le fait de mettre tout sur le tapis, ça n'arrange pas le problème. New York avant Giuliani, dans les années 80, la ville était à la dérive, elle était gangrénée par la drogue. On a le même phénomène aujourd'hui à San Francisco. Oui, les gens sont passés des drogues douces aux drogues dures. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas en exergue ces exemples qui sont des exemples vivants. Parce qu'il faut en parler. Et que les addictologues disent que c'est pas si évident que ça, que le cannabis ne vous fait pas forcément passer. Oui, mais attention, on a deux exemples live. D'abord, il n'y a pas que l'aspect médical, il y a aussi l'aspect sociétal. Deuxièmement, pour rebondir par rapport à Strasbourg. En fait, ça montre bien une chose, c'est que ce soit à Grenoble, que ce soit à Strasbourg, que ce soit même à Paris dans une certaine mesure, il y a certains élus verts pensant faire partie du camp du bien, détenir la lumière divine et la révélation immédiate de Gaïa, vous savez, la déesse de la planète, qui pensent qu'ils sortent des lois et qui font des expérimentations. Salle de shoot. Parfois ils imposent des pistes cyclables alors qu'on leur a strictement rien demandé et que ce n'est pas autorisé. Anne Hidalgo qui veut piétoniser le Trocadéro alors que par 2 fois le Conseil d'État a dit que c'était interdit. Ils considèrent que la loi ne s'applique pas à eux parce qu'ils sont dans le camp du bien. Donc il faut arrêter avec ces expérimentations. Ils n'ont pas à imposer à des gens qui habitent dans des villes des choses qui sont illégales. Point.
Ouais. On s'est éloigné. On s'est éloigné. Mais c'est la réalité. Mais au-delà de ça, est-ce que le PlaceNet peut fonctionner? Est-ce que demain, à Toulouse, à Marseille... Vous savez pourquoi le PlaceNet peut fonctionner? Parce que d'un autre côté, on met beaucoup d'argent aussi. Vous savez, par exemple, à Marseille. Le gouvernement met énormément d'argent en disant on va faire Marseille en grand, Marseille ensemble. Et parce que si à un moment, on fait beaucoup pour ces quartiers-là, il faut aussi qu'on libère ces quartiers-là de cette minorité. Vous savez, en permanence, ceux qui sont plutôt laxistes, je dirais, disent « Oh, vous savez, dans ces quartiers-là, il n'y a qu'une minorité qui fout la merde. » Et bien, s'il n'y a qu'une minorité qui fout la merde, c'est cette minorité-là qu'il faut attaquer. Il y a quand même une situation internationale où on a systématiquement ciblé un certain nombre de villes européennes, de villes occidentales, comme étant des relais de la drogue. Je pense à Amsterdam, ça date depuis des années. Je pense aux grands ports, Le Havre, Marseille, Barcelone. Ça s'est diffusé partout. Qui sont aujourd'hui des villes. C'est partout, mais c'est partout. Oui, d'accord. Mais le point d'arrivée, ce sont ces ports. Et dans ces ports-là, il y a des trafics épouvantables pour lesquels on n'a pas beaucoup de faits de PlaceNet XXL. Il faut taper aussi à la source, et la source, c'est l'arrivée en Europe, l'arrivée par les ports en Europe. Je crois qu'on prend 10% de ce qui se passe. Voilà. Vous savez, il y avait eu un livre fait par, je crois que c'était Jérôme Pierrat, sur les petits aérodromes qui là aussi, où transite énormément de drogue, ça se sait, et rien n'est fait. Donc, oui, mais les grandes arrivées, c'est par les ports. Le PlaceNet, sur le fond, effectivement, personne ici ne dire qu'il faut rien faire, qu'il faut laisser la situation empirer dans des quartiers déjà extrêmement fragilisés. Moi, ce dont je me méfie, on en avait déjà parlé ici la semaine dernière, c'est l'effet Barnum médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des grosses opérations, on saisit, on va dans une cave, on va saisir un certain nombre de kilos de stupéfiants, on fait la photo avec le préfet, et quid de ce quartier une semaine, 2 semaines, 3 semaines après. D'ailleurs, les habitants, quand ils sont interrogés, ils disent nous, ce qu'on veut, c'est effectivement des opérations PlaceNet. Il faut déstabiliser les réseaux, il faut faire peur aux délinquants et aux trafiquants, mais il faut aussi suivre ça sur le long terme. Et ils ont besoin de déstabiliser cette minorité qui les emmerde au jour le jour. La volonté du gouvernement de suivre ça. Par la présence de police de proximité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Il n'y a aucune annonce, effectivement. Moi, j'espère qu'au moins, ils vont chercher des informations, en plus de faire juste PlaceNet, qui vont rencontrer des indices, que ça sert à quelque chose. Mais il n'y a aucun compte rendu. Dévoilé par définition. Ok, mais Jérôme, il n'y a aucun compte rendu à la fin de ces opérations. Si. Très rarement. Si, les préfets ont fait des comptes rendus systématiques. Cela dit, je trouve qu'il y a une inclinaison. C'est pas pour. Voilà, je suis pas toujours pro-gouvernement, mais une inclinaison qui est très forte. Je vous prends l'exemple de ce qui s'est passé dans la région Normandie. On est allé jusqu'à mettre en examen et mettre en cause une maire à Canteleu, qui était tête de liste socialiste originale, Canteleu, qui avait facilité ces trafics de drogue. Donc je trouve qu'aujourd'hui, franchement, sur plein d'autres sujets, il n'y a pas de courage, mais là, il y a du courage. Et je souhaite que ça. Et elle est devenue quoi, cette mère? J'ai cru comprendre qu'elle a démissionné pour raison de santé. Elle avait trop fumé. La déclaration de Dupond-Moretti est assez significative. Moi, elle m'a surpris. Elle m'a profondément surpris. Jamais un garde des Sceaux n'avait dit ce qu'il a dit, en disant que les bobos... Alors, il l'avait déjà dit. Il est resté un peu aux années 70, mais peu importe. C'est l'intention qui compte. Les bobos qui fument du cannabis, ils ont du sang sur les mains. Bon, bah voilà. Et jamais un garde des Sceaux n'aurait dit ça avant. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Oui, parce qu'au-delà des bobos, c'est vrai que c'est la palissade et on enfonce une porte ouverte de dire que forcément, sans consommateur, il n'y a pas de trafic et que on a un sujet avec l'explosion de la consommation. La consommation, c'est ça. Oui, là, il y a une vraie, pour le coup, quel que soit les milieux, un bobo, effectivement, mais pas que. Non, pas que. Et dans tous les territoires, vous disiez, dans tous les territoires. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, ce n'était pas prévu au programme, mais on peut quand même en parler. 50e anniversaire de la mort de Georges Pompidou. Alors, moi, dans mon inconscient, Pompidou, on en disait du mal à l'époque. On disait que c'était un président mou, un président qui n'avait pas une très bonne image. 50 ans après, opportuniste. 50 ans après, les gaullistes historiques lui reprochaient, il avait une tâche, il n'avait pas été résistant. Absolument. Et effectivement... Et là, les hommages se multiplient sur cette France perdue. Le temps efface les affres. Il ne reste plus que. Puis il y a quand même
On l'a vu avec les différentes. Il y a beaucoup de commémorations en ce moment. Le président commémore, et souvent avec talent d'ailleurs. Hein. Et on vit avec une nostalgie, effectivement, même pour ceux qui ne l'ont pas connu. Les années Pompidou, c'est le symbole d'une France qui se modernisait, d'une France où il faisait plutôt bon vivre, où il y avait le plein emploi, où je pense que la carte postale pompidolienne joue beaucoup dans la clope au bec, foutez la paix aux Français. Ça joue beaucoup dans ce côté nostalgique, joue beaucoup dans les hommages qui lui sont rendus. Oui. Alors Jonas, pompidolien, vous qui n'étiez pas né à l'époque. Très pompidolien, pour moi il y a 4 choses dans Pompidou. D'abord, à l'époque de Pompidou, la France produit plus qu'elle ne consomme. On a une société qui continue à être industrielle et elle n'est pas faite uniquement de consommateurs passifs qui reçoivent d'autres pays leurs biens. Deuxièmement, à l'époque de Pompidou, la France est respectée et crainte dans le monde. Bien sûr, c'est l'héritage du gaullisme, mais c'est aussi parce qu'elle est forte économiquement qu'elle est respectée. Troisièmement, Pompidou, c'est un visionnaire puisque c'est le premier qui lance un ministère de l'environnement. Et je rappelle ce que disait Pompidou, qui disait déjà à l'époque que dans une société industrielle, le luxe demain, ce serait d'avoir un jardin, des œufs frais et des choses comme ça. Et donc, contrairement à ce que certains pensent, le ministère de l'Environnement a été créé par un homme de droite. Et enfin, dernier point, Pompidou, c'est aussi effectivement ce que vous disiez, le arrêter d'emmerder les Français, c'est une forme de souci de la liberté, parce que c'est la liberté qui permet la création, c'est la liberté qui permet le progrès. Et donc en fait aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez dit, de la même manière qu'à l'époque tout le monde houspillait le général de Gaulle, et bien maintenant tout le monde est gaulliste jusqu'à Mélenchon. Et donc effectivement, maintenant tout le monde se retrouve pompidolien, et peut-être qu'à terme les gens diront ah oui finalement c'était pas si mal que ça à l'époque où la France était respectée. Et dernier point, je voyais la semaine dernière un document sur Georges Pompidou qui montait à la tribune de l'Assemblée nationale. Et j'assume totalement cette nostalgie quand je voyais la façon qu'avait Pompidou de s'adresser à l'Assemblée nationale et la façon qu'avaient les députés de se comporter vis-à-vis du Premier ministre. Je vous assure qu'on est bien loin d'Aymeric Caron, de Daniel Obono et de Daniel Simonet. Oui. Alors moi je suis moins le turiféraire de Pompidou que Jonas, parce que il faut faire la part des choses. Bon, effectivement, malheureusement, il a eu un quinquennat au lieu d'un septennat, puisqu'il est mort en 74 et qu'il n'a pas fini son septennat. Hein, donc c'est malheureusement le premier quinquennat français de la Ve République, interrompu. Bon, c'était une personnalité très complexe. Finalement, il a eu des années difficiles à la fin de sa vie, hein, on le savait. Cette maladie un peu cachée, qu'on voulait pas révéler, alors qu'on voyait les dégradations physiques. Moi, je m'en souviens très bien, j'étais tout jeune et ça me frappait de voir cette dégradation physique. Tous les Français savaient que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, on était dans un système qui ne révélait pas la maladie profonde du président. Je me souviens de son arrivée en URSS, quand Brejnev l'a accueilli, il était bouffi, il était méconnaissable, alors que c'était quelqu'un d'extrêmement, à mon avis, très sensible, un intellectuel. Hein, je vous signale l'anthologie de la poésie française qu'on relit avec plaisir aujourd'hui, un normalien, donc pas vraiment un homme politique. Et ce décalage entre son action politique et le fait qu'il était un intellectuel a aussi beaucoup pesé dans l'appréciation des Français aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il était très critiqué à l'époque. Hein. J'en ai pas souvenir. Alors effectivement, les gaullistes historiques l'aimaient pas parce qu'ils considéraient qu'avec l'annonce de sa candidature, il avait un peu trahi le général. Il était banquier en plus. Il était lui aussi chez Rothschild. Et donc effectivement, il avait un peu rompu avec le gaullisme, mais c'était un peu inévitable dans l'appréciation des choses. Moi, ce qui me frappe, c'est son visage, je vous dis, à la fin de sa vie. Voilà. Mais c'est aussi, cette France de la bagnole. Oui, insouciante, mais de la bagnole. Du béton. Les voies Pompidou, les voies Georges Pompidou, qui aujourd'hui sont piétonnières, désormais. Moi, je l'ai pas connu, Georges Pompidou. J'étais pas né à l'époque, mais je pense que quand vous vous intéressez un peu à la carrière de Georges Pompidou, président de la République française et tout, c'était quand même de la vraie politique aussi. Et c'est quand vous aimez la politique, c'est quand même quelque chose de passionnant. Quand vous voyez les combats avec Chaban-Delmas, avec Chirac, qui était le jeune Chirac à l'époque, qui allait soutenir l'un et pas l'autre, puis l'autre et pas l'un. Bref, il y avait, comme l'a dit Jonas tout à l'heure, un vrai sens de la politique au sens noble du terme. C'était de la bagarre, mais c'était vraiment aussi quand même. Voilà, il faut construire des oppositions, des majorités. Avec le recul, il y avait des affaires qui n'étaient pas très. Mais peut-être sans doute. Mais en tout cas, quand vous voyez des documentaires politiques aujourd'hui et que vous vous renseignez
témoigner sur la Ve République sont des gens qui ont fait la Ve République aussi. Georges Pompidou y a contribué et l'a construite. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'était clope au bec, vous verrez plus jamais ça aujourd'hui. C'était une forme de France insouciante. La France d'avant, choc pétrolier au passage aussi. Absolument, la fin des 30 Glorieuses. Des 30 Glorieuses, tout ça. Donc forcément, il y a un parfum de nostalgie qui peut plaire aux Français. Mais moi, je suis jamais adepte de dire c'était mieux avant. Donc je peux pas vous dire si c'était mieux avant, j'y étais pas. Ça dépend, vous savez, je ne veux pas faire de l'histoire vraiment de comptoir, mais quand à la Renaissance, on redécouvre après le Moyen-Âge les traditions anciennes, athéniennes ou romaines, c'est pas forcément plus mal d'aller se replonger dans les racines de ce qui fonctionnait. À l'époque, je vous dis, le PIB par habitant, en termes de production industrielle, on était les premiers mondiaux, au même niveau que le Japon. Oui, mais on n'était pas dans la mondialisation, c'est une époque totalement différente. Juste pas comparable. Oui, mais pour le coup, peut-être pas, mais peut-être que du coup, on aurait dû se projeter dans la mondialisation avec cet esprit de conquête qui a fait le nucléaire quand même. À l'époque, on ouvrait plusieurs centrales par an. Aujourd'hui, on en ouvre une tous les 10 ans, ce qui est pas normal, et on cède parfois voilà. Et quant à la forme que pouvait avoir Pompidou, moi je pense que, vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens n'en auraient rien à faire que leur président fume s'il avait des très bons résultats. Oui, ça c'est vrai. Bah oui. Autre chose. Bah oui. Moi, Mathieu, je me souviens vous rappellerez aussi la conférence de presse avec beaucoup d'humanité de Georges Pompidou. On lui demande de parler de l'affaire Russier. L'affaire Russier, c'était cette enseignante à Marseille, je crois, qui s'était donné la mort parce qu'elle avait eu une aventure amoureuse avec un élève, et il citait ces quelques vers d'Éluard. Alors, je vais vous les citer. Moi, je vais pas faire semblant parce que je n'ai pas l'érudition du président Pompidou, donc je ne vais pas faire de tête, mais je les ai retrouvés. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Et il y a cette nostalgie-là aussi de cette époque je où pense qu'il était, le président de la République extrêmement lettré, qui sortait effectivement de l'anthologie de la poésie française et qui était capable de citer du Éluard en conférence de presse. On peut avoir une certaine nostalgie là-dessus aussi. Il était, à mon avis, beaucoup plus en avance par rapport à sa majorité. Sa majorité était ultra-conservatrice, c'était des gaullistes purs et durs. Et lui, à mon avis, sur les faits de société, il aurait voulu aller plus vite. Il n'a pas eu le temps de le faire. C'est Giscard qui l'a fait sur l'avortement, etc. Bon. Mais je pense qu'il avait une personnalité extrêmement complexe et sûrement très attachante. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ce qu'on disait tout à l'heure, avec le temps, avec le temps va tout s'en va. Tout n'était pas rose à l'époque. Il y avait quand même un certain nombre d'affaires. Je vous rappelle le SAC, les garanties foncières. Il y a des gens qui étaient assassinés. Il y a des gens qui étaient un peu plus tard assassinés dans des mares, qu'on retrouvait assassinés soi-disant douaniers dans des mares. C'était comme ça partout dans tout le pays à l'époque. Mais je note que vous avez dit que la nostalgie pouvait arriver. Peut-être que même lui reconsidérera le mandat de François Mitterrand, deviendra Mitterrandien dans quelques années. Oui, mais peut-être j'analyserai avec un peu de mansuétude le mandat de François Mitterrand. Jonas cherche chez LR le Pompidou futur. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé, mais bon. Non, mais est-ce que c'est le Pompidou qu'on cherche? Non, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où on l'a complètement zappé, et puis que maintenant, il redevient à la mode, ou en tout cas... mais comme avec Chirac. Oui, absolument. Et comme un peu maintenant ces derniers temps avec Hollande, absolument, vous avez raison. Parmi les personnalités préférées des Français. Ça donne des idées d'ailleurs. Quand vous parlez proche de François Hollande, ça donne des idées pour 2027, c'est fondé. Mais Mitterrand aussi est devenu populaire quand il a disparu. Il était quand même le président le plus haï de la Ve République. Souvenez-vous de 81, on disait que les chars russes allaient arriver les chars soviétiques allaient arriver sur la place de la Concorde. Bon, il est redevenu populaire et voilà. Bon. Donc les Français sont des cons, quoi. Non, c'est pas. Mais non, mais les époques changent, les appréciations sur les personnages changent. Voilà. Non, mais 50 ans après, ils sont attachés à leur président de la République, les Français. Il n'avait jamais voté pour Mitterrand, mais c'était un grand intellectuel aussi. Il ne l'aime pas quand il est en poste. Parce que c'est lui qui est responsable de tous les problèmes en temps réel. Mais après, vous savez, ils ont quand même élu ces différents hommes successivement, que ce soit Pompidou, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Ils n'ont pas toujours été très bien élus non plus. Non, mais d'accord, mais ils les ont quand même élus, et il y a quand même un respect pour la fonction. C'est quand même quelque chose de très fort en France. Le suffrage universel pour président de la République, c'est d'ailleurs le grand débat entre la 5e et la 6e République. Si on passe en 6e République, ça sera terminé. Il y a que Giscard, on arrive à identifier. Giscard n'est jamais redevenu populaire. Il a été honni lorsqu'il est sorti de l'Élysée en 81. On ne sait pas pourquoi il n'est jamais redevenu populaire. Parce qu'il y a eu sûrement cette vague de changement en 1981 et
Et du coup, cet oubli un petit peu du septennat Giscard, qui effectivement n'est pas remis en avant par les historiens un peu. Mais c'est une question de temps. Pompidou revient, on peut avoir très bien. Regardez la différence de disparition lors de la disparition de Chirac et de Giscard. Ouais, l'un a été acclamé avec des foules qui faisaient la queue, et l'autre est parti de manière un petit peu anonyme. Enfin, je trouvais. Un peu anonyme. Et ce qui est assez savoureux, pour rebondir sur ce que disait Alex, c'est de voir qu'un peuple qui est considéré comme un peuple régicide, comme qui a coupé la tête de son roi, soit aussi attaché. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe, c'est ce qui fait l'intérêt de la démocratie française. C'est cet intérêt et cet attachement à cette figure du président de la République. Mais Valérie, si vous me le permettez, on va pas terminer sur Monsieur Pompidou, on va terminer sur vous quand même. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour vous, c'est un joyeux anniversaire. C'est gentil. Est-ce que c'est votre anniversaire aujourd'hui ? Merci Alex. Ce que vous désirez, la santé et la réussite pour la suite de l'émission encore. Merci à vous, merci infiniment. Et dans un instant, c'est Jérôme Bigot, j'en suis perturbée. Guillaume Bigot qui sera avec vous dans un instant. Merci à vous, très bonne journée. Sud Radio. C'est Jean-Marie Bordry. Vous êtes 900 000, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 900 000, c'est un record pour Sud Radio. 900 000 à nous suivre sur la page YouTube de Sud Radio. Alors, continuez à parler vrai, à vous abonner sur Sud Radio, à faire passer le message à vos amis, à vos proches. Parlons vrai sur Sud Radio. Et puis, on a hâte de vous retrouver pour le million, en tout cas. À bientôt sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.